Laurent Séror, La vie en rose. D'après une série de dessins de Raphaël Gonin. Chapitre 1. Less is more. Autant les premiers jours de beau temps ont pris tout le monde de court, autant là ça fait une semaine, on est déjà bien rodé. Ce soir c'est dimanche, le tout Villeurbanne est en terrasse ou s'apprête à sortir, les fenêtres sont entr'ouvertes, grandes ouvertes, toute la ville bruit de cette légèreté de circonstance. Avant-dernier week-end de mai, l'été s'annonce caniculaire, terrible, ferait presque peur, et la peau a perdu d'avance toute patience. Le crochet par le petit centre-ville n'était pas une si bonne idée. On n'intègre pas son espèce en la fendant de part en part à grandes enjambées et en la regardant à la dérobée et par en dessous. Et en faisant des bruits de tuyauterie encore. Gabrielle Laura Marie Kotzka n'a rien avalé que de l'eau, depuis hier 11h30 où elle a poussé derrière sa langue son apport calorique de la journée avec de la mie de pain de mie passée au toaster et tartinée de ce roux caramélisé très épais, gluant, qu'elle bâcle pour accommoder tout ce qu'elle prend encore le temps de cuire pour elle. Hier, c'était presque faite, une bouillasse de ravioles de roman, d'emmental et d'endives, juste pochées pour ne pas laisser leur humeur amère donner tout le ton. Pas vraiment un repas, un moment passé debout devant la queue brûlante de la poêle pour en protéger le reste du monde et dédié au colmatage et à la satisfaction. Ce n'est pas très bon, mais ça l'est assez et ça remplit le ventre et la conscience digestive. Elle n'a pas appris à être une cuisinière honorable. Elle a appris à bouillir, rôtir et saisir. Elle a appris à déglacer et à tourner une viande au four quand elle-même ne mange aucun animal mort. Elle a tout appris tellement en force que c'en est presque abstrait, jusqu'au raffinement de la vie sans la vivre. Là tout de suite, ce n'est pas qu'elle a faim, c'est qu'elle se rend compte qu'elle devrait y songer, mais nada. Il est 20h et des brouettes, et son ventre, s'il parlait, se revendiquerait d'une autre personne. Elle ne ressent pas le manque, elle le perçoit comme la rumeur de quelque faubourg lointain. Par contre, elle sent ses abdos et la séance presque punitive qu'elle s'est infligée le matin. Ça oui, ça lui parle à l'oreille. Elle est encore en avance, mais elle allonge le pas quand même devant l'ancien squat de la rue Paul Verlaine. L'immeuble est verrouillé, blindé, cadenassé, comme l'est celui, mitoyen, du dépôt du TNP. Ce n'est déjà plus la ville depuis qu'elle a passé la place Lazare-Goujon. C'est son reliquat défiguré et sale et l'expression de son délabrement concentrique. L'ancienne salle de sport est murée désormais, et la plaque de commémoration des martyrs de 26 a été à nouveau taguée. Des petits malins, bien acharnés, ont fait tomber proprement l'enduit de surface et les impacts de balles apparaissent plus que jamais en blanc plâtre sur gris sale. Droit devant, c'est la circulation cycliste problématique du cours Tolstoï et ce petit bonhomme tassé et presque sans cou qui fait les 100 pas avec son cabas de course, ça doit être son rendez-vous. Il ne l'a pas encore vu, mais il guette du côté du totem. Il a l'air anxieux, mais ça peut très bien être son naturel tant il fait petite bête toute sèche et cassante. Il a des manières d'insecte à qui il ne manquerait que de grandes antennes agitées. Mais sinon le sac proxy et le cul qui ne remplit pas le jeans coupe 501, il est assez élégant et bien mis. C'est même un beau vieux, et c'est mieux encore quand il sourit en la voyant. Madame Kotzka? Oui, et vous êtes Monsieur Picon? Je pensais être en avance. Vous l'êtes, mais j'étais pressé de vous voir. Vous n'avez pas la tête ni l'allure de votre voix. Je vous voyais plus... enfin moins... Oui, je sais, je fais souvent cet effet-là. Le fait est qu'elle est inattendue, Gabi. Elle l'a toujours été, mais avec l'âge ça n'en finit plus de s'aggraver. 39 ans, sèche et vive comme un coup de trique, longue sans être grande, le cheveu ras comme une feutrine, et aucune manière de fioriture vestimentaire pouvant distraire d'un visage et d'un regard dur. Même son sourire est ferme. Il n'y a que sa voix haut perchée sans être détimbrée qui pourrait rendre un peu de tendre si elle la dilapidait en vaines paroles. Mais Gabi, le major Kotzka, est économe au risque du pingre en la matière. Ça tombe souvent bien puisque ça épouse les appétits et compétences de 9 sur 10 de ses rares interlocuteurs, parler, et monsieur Léopold Picon ne déroge pas à la règle qui s'impatiente, maintenant qu'elle est là, qu'elle ait entendu tout ce qu'il a à dire. Comme je le craignais, je n'ai que la clé de son appartement, pas celle de son allée. J'espère qu'elle sera ouverte. Je ne me sens pas du tout de sonner au hasard à l'interphone. Je ne me sens déjà pas de croiser quiconque de ses voisins. Ma démarche est tellement déplacée. Ne vous inquiétez pas de ça, j'ai un pass qui ouvre à peu près tout. Et quant à votre démarche, vous êtes inquiet, point. Je ne sais pas que l'inquiétude peut être déplacée. Et s'il s'avère que c'est le cas, promis, je vous le ferai savoir. C'est cet immeuble-là? Monsieur Picon fait signe que non, que ce n'est pas très loin, et il donne l'élan direction Grand Clément.
Gaby lui emboîte le pas, prend le temps de le regarder mieux. Il a le visage presque aspiré par la bouche, les orbites et les joues qui semblent se creuser infimement mais à l'instant, et il flotte littéralement dans sa chemise et sa laine autant que dans son pantalon, et paraît même flotter dans sa peau, comme un charpeil. Comme s'il avait maigri soudainement, ce que semble confirmer sa démarche de casseur de gueule, et surtout ses mains, des pognes de Malabar à n'en pas douter. Il a de beaux cheveux, curieusement blanc-jaune comme nicotinés, demi-longs comme un vrai beau gosse, et la respiration qui siffle. Il sent le cigarillo et l'eau de Cologne, il porte les deux senteurs comme une égérie haut de gamme. Il a une vraie classe et un petit accent du Sud. Gaby l'aime bien. On tourne à droite devant un restaurant asiatique désaffecté, rue Louis Braille, une épicerie désaffectée aussi, un bistrot muré, et on est rendu devant une porte d'allée sécurisée façon bricolo avec des plaques d'acier rivetées boulonnées. Mais une fermeture magnétique que Gaby force d'un coup d'épaule expert. Monsieur Picon réfrène son premier mouvement qui est à s'offusquer, il n'est plus de ce temps ni de ce monde décidément, mais elle l'avait bien dit. Elle a un passe qui ouvre presque tout, et on est dans l'allée sans avoir dérangé personne. Et sans un bruit. Vous êtes plus robuste que vous en avez l'air, et c'est tant mieux, parce que c'est au 3e et dernier étage et il n'y a pas d'ascenseur. Partez devant, je vais monter à mon rythme. Gabrielle ne l'entend pas ainsi. Elle tend son coude au vieil homme qui y attelle le sien, et la grimpette se fait à la respiration, lente et profonde, mais qui laisse assez de souffle pour un état des lieux. Je grimpais là-haut presque tous les jours il y a peu. Il y a quoi? Encore 3 semaines? C'est physique, mais j'avais dans l'idée, et ça ne m'a pas quitté, qu'il fallait la mériter. De temps en temps, c'est elle qui venait. Chez moi, c'est au 3e aussi, mais chez moi, il y a un ascenseur. Et puis, elle a disparu. Enfin, je n'en sais rien, j'espère qu'elle a disparu, qu'elle n'est pas là-haut. Enfin, vous voyez, ça fait 3 semaines que je n'ai pas de nouvelles. Si elle est là-haut depuis tout ce temps-là, ça n'augure rien de bon. De fait, ça augurerait qu'elle est très fâchée. Ou bien entendu qu'elle est morte. Gaby déroule le fil de ce que M. Picon lui a déjà dit au téléphone et qui justifie qu'il ait fait appel à ses services. Il connaît Madame Boissin, Émilienne, quel joli prénom, depuis près de 8 mois. Il la fréquente avec une vraie assiduité depuis qu'ils se sont rencontrés aux jardins ouvriers des gratte-ciel où elle défend bec et ongles sa parcelle contre les dorifores, les limaces et les voleurs de tomates. Elle y assume plus souvent qu'à son tour les gardes de nuit et sait se montrer crédible avec le fusil à pompe de la petite communauté des agriculteurs urbains. Depuis 3 semaines, elle ne répond plus à l'interphone et non plus à la porte si l'on a pu accéder à l'allée puis à son palier. Elle ne répond pas aux mails non plus, et elle n'a pas de téléphone, ni fixe ni mobile. Alors que nous nous parlions tous les jours, au moins par mail. Bon, je voyais bien que ça pouvait être contraignant pour elle. Je voyais bien qu'elle me trouvait un peu trop demandeur, mais elle n'est pas du genre à vous envoyer dire les choses. Elle est même plutôt brutale, et je ne doute pas que si je l'avais vraiment embarrassée avec ma convoitise et mes manières de vieux salopio, elle me l'aurait bien fait savoir sans aucune forme de ménagement. En tout cas, ce n'est pas son genre de bouder. Le palier du 3e est en vue et Léopold Picon fait silence pour laisser toute la place à l'ambiance et à l'air. L'escalier qui y mène est endommagé, 2 marches en pierre manquent à moitié et sont remplacées par un rafistolage de bois qui inspire assez peu confiance et la rampe en fer forgé est tordue et sans main courante. Ça jure avec le blanc des murs qui semble récent et l'escalier de bois comme neuf qui part encore au-dessus et donne probablement accès à des greniers. Les 4 portes du palier sont peintes en blanc, quand celles des étages inférieurs sont lavandes. Il s'est passé quelque chose à cet étage qui n'a pas eu lieu plus bas. Probablement un feu. Le son d'une télévision, du foot, à droite, une omelette ou une vinaigrette se trame juste en face. L'appartement de Madame Boissin est celui de gauche, et M. Picon a déjà l'oreille collée au bois de la porte. Il frappe. Elle n'a pas de sonnette. Elle l'a virée parce que ça faisait un gros boîtier disgracieux dans son entrée et un son d'annonce en gare, à ce qu'elle m'en a dit. À la place, et pour ne pas avoir à reboucher les trous, elle a accroché une petite armoire à clé, que je trouve disgracieuse quant à moi, surtout qu'il n'y a pas de clé dedans. Enfin, de base, il y avait la clé que j'ai en ma possession, et qu'elle m'a confiée, quand je lui ai fait remarquer que c'était un brin débile, de conserver un double de clé du lieu qu'il est censé ouvrir. Moi, ma voisine a des clés de chez moi au cas où je perde les miennes, mais elle, Madame Boissin, elle ne s'entend pas avec ses voisins. Enfin, ce n'est pas qu'elle ne s'entend pas, c'est plus qu'elle est fâchée. Du coup, c'est moi qui ai sa clé, ce qui était pour le moins signe qu'elle n'est pas fâchée contre moi. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre? Il a peur, Léopold. Il a vraiment peur. Alors Gaby lui prend la clé des mains.
Pour elle, derrière la porte, il n'y a personne. Pas de corps en décomposition à coup sûr. La serrure est un peu rude à manier, la porte a du jeu sur les huisseries, mais elle cède. Eh oh, il y a quelqu'un? Émilienne? Pas d'Émilienne en vue, et à vrai dire, elle n'aurait pas d'endroit où se cacher. L'appartement n'a qu'une pièce à tout vivre, assez grande et vide, une alcôve de la taille juste d'un lit et 2 portes encore qui doivent donner sur les commodités. Les murs sont blancs, le parquet a une lasure claire, tout est propre, du coup on ne voit que l'alarme stridente induite par les giclures brunes sur le sol, et qui font un chemin entre la table basse du coin salon et l'inox de l'évier. Pas de traces de coups d'éponge, le sang est sec et brun, des petites coulées sont figées sur le meuble sous évier et sinon, ce sont des gouttes et des éclaboussures, qui font aussi un aller-retour vers la porte de la salle d'eau, où Gaby trouve en fait de pansement une poupée de papier hygiénique maculée de sang dans le lavabo. Le pauvre Léopold Picon est sans dessus dessous, sa gorge siffle plus que jamais, et il suit Gaby partout où elle va en contenant en chuchotis un lamento de grand désespoir. Ne vous inquiétez pas, monsieur Picon, on n'est pas sur une scène de crime. Pas a priori du moins. Le sang que vous voyez là, c'est au pire celui d'une coupure. D'ailleurs, elle s'est soignée, au PQ, à l'ancienne, mais elle s'est soignée. Non, ce qui est bizarre, c'est qu'elle soit partie en laissant tout comme ça. Tout respire le propre, et l'ordre ici, même les bizarreries du lieu sont soignées et maniaquement ordonnées. Du coup, qu'elle quitte le lieu en y laissant des traces de sang, ça oui, ça peut nous inquiéter. Ça pourrait en tout cas, mais on va commencer par garder la tête froide, d'accord? Monsieur Picon expire bruyamment. Il faut qu'il s'assoie et qu'il réfléchisse. Gaby le guide jusqu'à un fauteuil crapaud où il se laisse tomber et va remplir 2 verres d'eau fraîche. Un chacun. Pas de panique. C'est vrai que la scène est bizarre, pour le moins, mais cet endroit n'est pas à ça près. Il y a peu de meubles, peu de choses, pas un bibelot. Mais le plafond flou et mouvant est une œuvre d'art. Des petits filins métalliques sont tendus tous les 20 centimètres d'un bout à l'autre de la pièce et des livrets de partition pour piano y sont disposés, comme pour sécher et pour signer les mouvements de l'air, pour bruire légèrement peut-être. La courbe d'un fil à linge traverse chaque bout de mur libre et des épreuves photographiques y sont accrochées avec des pinces à linge en bois. Des photos noires et blancs, très contrastées, des gens dépenaillés dehors dans une file d'attente, tout un reportage. La porte la plus proche de l'entrée donne sur une toute petite pièce dont Gaby ne comprend pas l'usage, jusqu'à ce qu'un double interrupteur révèle un éclairage rouge en plus de l'éclairage blanc. Un labo photo. La table basse du salon est une petite et vieille caisse en bois retournée et montée sur 4 grosses roulettes. Le sang peut partir de là. Disposée sur un set de table en vinyle mat noir, une assiette ancienne en porcelaine contient une boîte de sardines à l'huile ouverte et pas même entamée. 2 couverts en argent, argenterie de mémé certifiée, sont alignés sur un sopalin plié en 2. Le repas est servi, il est frugal. Et quelque chose l'a interrompu. Quelque chose d'assez impérieux pour qu'on laisse tout en l'état. Gabriel passe son doigt sur le vinyle et scrute le bois usé de la table basse improvisée. Pas de traces de sang. Dommage, fausse piste, parce qu'on sait comme sont retors les couvercles des boîtes de conserve qu'on retire par une languette. Comme ils sont coupants, Émilienne Boissin se sera peut-être blessée autrement et ailleurs. Léopold Picon effleure du bout de son gros index la surface d'une goutte d'huile restée sur le couvercle. Il lèche son doigt. Elle devait avoir un ou une invitée. Enfin, je dis invitée, je pense plutôt à une visite à l'improviste. Parce qu'elle savait autrement recevoir que comme ça. Pourquoi je dis qu'elle savait recevoir? Elle sait recevoir. Pourquoi dites-vous cela, oui? J'entends pourquoi pensez-vous qu'elle a eu de la visite? Parce qu'elle ne mange ni poisson ni viande. Elle est végétarienne? Non, je ne crois pas qu'elle dise ça, mais elle ne mange aucun animal, et pas d'œufs non plus. Jamais. Par contre, elle en cuisine pour les autres, comme vous pouvez le voir. Enfin là, elle n'a pas cuisiné, bien sûr. Mais c'est sardines, c'est pour quelqu'un d'autre. Et vous avez une petite idée de qui pourrait être cet autre? À vrai dire non, je ne lui connais de relation que moi. C'est une vraie solitaire, mais je ne sais évidemment pas tout d'elle, ni tout ce à quoi elle emploie son temps. Elle n'a pas de famille? Si, mais je n'ai jamais vu personne, et ce que j'en sais, je le sais par ouï-dire. Elle a 3 garçons. 3 grands garçons. Et elle les voit? Je ne sais pas.
J'en doute, je suppose sinon que l'un d'eux aurait lancé une procédure de disparition inquiétante dans l'intérêt des familles. Parce que 3 semaines quand même, Et comment savez-vous qu'aucun d'eux ne l'a fait? parce que j'ai essayé de le faire moi-même. J'ai la fille d'un ami qui travaille, qui est flic même, au commissariat de Zola. Je suis allé lui faire tout un état de mon inquiétude. Il s'est avéré que n'étant pas de la famille... Vous n'avez pas pu arguer de l'intérêt du même nom. Voilà, par contre, elle m'a dit, alors qu'elle n'avait pas le droit de le faire, mais elle ne l'a pas dit fort, que personne n'avait signalé la disparition d'Emilienne. Qu'en tout cas, elle n'avait pas ça dans ses données. Et elle avait quoi en rapport dans ces données? Les noms et adresses de 2 sur 3 des grands-enfants, le nom de l'ex-mari, une plainte et quelques mains courantes anciennes, et une toute récente dont elle ne m'a pas dit mot, et je crois que c'est tout. Je savais que j'aurais dû noter ce qu'elle m'a dit, la petite. Vous savez, je n'ai plus la tête de mes 20 ans. Je n'ai plus rien de mes 20 ans d'ailleurs, à part ma chevalière. Mais je peux la rappeler, elle me redira tout. Vous n'avez pas tenté d'appeler les garçons? Non, je n'ai pas retenu leur nom. Ils n'ont pas le même nom qu'elle. Je suppose que Boissin c'est son nom de jeune fille et que les garçons ont le nom du père. Mais à vrai dire, même en ayant retenu ce qu'elle m'a dit, je n'aurais pas appelé, je pense. Pour dire quoi? Pour demander des nouvelles? Non. Peut-être que l'un et l'autre en ont, ou l'un ou l'autre, et que du coup je ne vous sers pas à grand-chose. Je pense que c'est une bonne idée, monsieur. Si vous voulez, j'ai moi aussi des contacts à la police, je peux les solliciter. Ou sinon, on regarde ce que nous dit Internet de Madame Boissin. Avec un peu de chance, on va trouver ses descendants et ascendants. Voir une vidéo d'elle en streaming en train de siroter un jus de papaye à Acapulco. En streaming? Vous l'imaginez avec une ficelle entre les fesses? Non, pas en string, je ne me permettrai pas. Le streaming, c'est un procédé qui permet de diffuser de la vidéo en direct sur Internet. Oh non, ça je ne l'imagine pas en streaming, pas son genre. Bon, jusque-là, je ne l'imaginais pas en string non plus. Mais maintenant, c'est trop tard pour revenir en arrière, hein? Ça va, je vais pouvoir gérer. Pour ce qui est d'Internet, j'ai cherché et je n'ai rien trouvé. Sinon des expositions et des monographies de son travail de photographe. Elle n'a pas un site, une présence sur les réseaux sociaux? Je ne sais pas, moi je n'ai que Facebook, comme tous les vieux. Après, tous les nouveaux machins qui sortent tout le temps, les InTouch, les Meet You, et tous vos strings et streaming. Moi, ça m'échappe. Et je pense qu'à elle aussi. Elle est encore plus asociale que moi, je vous l'ai dit. Elle n'a pas de téléphone. Et comme vous pouvez le voir, elle n'a pas de télé non plus. Je vois ça, oui. Ce qui m'étonne, c'est que je ne vois pas non plus d'ordinateur ni de boîtier 7G. Vous m'avez bien dit que vous communiquiez par mail? Oui, c'est vrai ça. Comment faisait-elle? Je n'ai jamais fait attention à ça en venant ici. Gabi se lève et va rincer les 2 verres et les poser sur l'égouttoir en inox. Puis elle entre à nouveau dans le petit labo photo près de la porte d'entrée et y donne la lumière blanche. Pas d'ordinateur ni de box dans ce fatras. C'est très exigu et très plein, organisé et rétractable comme les rangements d'un bateau ou d'un van. Une arrivée d'eau, des bacs, pas d'évacuation, l'endroit ne peut accueillir qu'une personne, et encore une personne fine et précautionneuse dans tous ses mouvements. Au plafond, une curiosité, une plaque de métal est vissée et renforcée de barres d'acier. Il y a une trappe là-dessous ou une trémie. En tout cas, on a dû condamner un accès au grenier et Gabi ne serait pas autrement étonnée de trouver une échelle quelque part dans le reste de la maison. Elle passe dans la salle de bain et constate une même trappe en symétrie de ce côté de la cloison. Elle comprend que c'est une seule et même ouverture qui a été fermée et blindée à cheval entre les 2 pièces contiguës. Et étant donné sa taille et la rusticité de l'ouvrage, il était plutôt prévu pour recevoir un escalier. En retournant dans la pièce principale, Gabi a le plan. Le labo photo est né de l'abandon d'un projet d'escalier, d'où le peu d'espace qui lui a été alloué. Elle enlève ses chaussures coquées et retourne dans la salle de bain en chaussettes pour monter sur le lave-linge. Sur la pointe des pieds, elle est juste assez grande pour pousser sur la plaque de métal au plafond et évaluer sa fiabilité. C'est du costaud, c'est du paranoïaque même, et ça va dans le sens du blindage de la porte d'entrée, et des 2 barres de renfort posées contre le mur à côté de l'interphone. On a passé une période difficile, niveau sécurité. Ça a été par endroits et ponctuellement pas moins que la guerre, mais ça a été partout et pour tous, et pour longtemps, la terreur. Cette dame a dû passer le printemps 2026 seule et sans défense, et les stocks de conserves sous l'évier en témoignent autant que le râtelier dans l'entrée. Léopold Picon la rejoint dans la salle de bain. Il s'est refait un peu de couleur et un rien de quiétude en comprenant que Gabi était en train d'investiguer. Qu'en dites-vous, madame?
J'en dis que je ferais bien de descendre de cette machine à laver et de remettre mes chaussures. Parce que si votre Émilienne choisit ce moment pour réapparaître, je crois comprendre qu'il nous faudra un peu plus que de la dignité pour justifier notre présence ici. Mais qu'il nous faudra quand même de la dignité. Oui, je vous confirme que ça risque de la contrarier bien avant de la surprendre. Vous avez des pistes? Non? Et vous, avez-vous la clé d'accès au grenier de l'immeuble? Non, il n'a pas. Il tend son bras à Gabi pour l'aider à descendre de son perchoir et la suit pendant qu'elle va, ses docs à la main, éprouver la fermeture du râtelier de l'entrée. Il est ouvert, même pas clenché. À l'intérieur, un pompe inconnu mais estampillé Est et l'emplacement vide pour un autre. Assez de boîtes de munitions pour un siège et de la tête creuse encore, de la doum-doum, histoire d'être sûr qu'on ne rigole pas dans cette maison. Léopold est plus que surpris de découvrir un tel arsenal et va se tétaniser davantage quand Gabi va révéler une autre planque dans l'alcôve à la tête du lit. Et là, comme sous l'oreiller, il y a un FAMAS avec sa petite baïonnette pour les amis, et si ce n'est pas assez, il y a aussi un Schlass commando grand comme une machette et denté comme une scie égoïne qui fait presque froid dans le dos. Je ne sais pas si Émilienne avait des ennemis, mais je peux vous dire qu'elle n'avait rien prévu pour leur laisser espérer quelque durée en sa compagnie. Ça ne veut pas dire que c'est une piste à creuser. On a tous passé des moments limites, et je pense même qu'on est tous encore d'abord stupéfaits d'en être sortis. Je ne suis pas convaincue qu'on y croit tous à ça d'ailleurs. Je pense du moins que chacun est en droit d'y croire diversement. Cela dit, c'est une piste à ne pas écarter non plus. J'ai cru comprendre qu'Émilienne avait ce qu'on appelle du caractère. J'espère que ça ne vous gêne pas que je l'appelle par son prénom. Non, ça ne me gêne pas, et moi vous pouvez m'appeler Léo si ça vous est commode. Et quant au caractère d'Émilienne, je vous confirme que c'est quelque chose, un peu comme vous d'ailleurs. Je ne voudrais pas être dans une pièce où vous seriez réunis toutes les deux avec le projet d'en découdre. Ça n'arrivera jamais, ça. Je suis beaucoup trop forte pour avoir jamais quelque projet d'en découdre avec qui que ce soit. Je n'en découds pas, je pète des rotules et des dents, c'est mon côté pragmatique. Avez-vous déjà vu Émilienne hausser le ton avec quelqu'un? Oui, c'est arrivé. Enfin, hausser le ton. Non, elle est plutôt froide quand elle décide que quelqu'un doit rendre gorge. Je l'ai vue être presque assassine avec une grosse gueule des jardins ouvriers, un jeune gars que je n'aime pas de trop moi-même, et qui s'est vu grand manipulateur et plus grand chef de tout l'univers encore. Foulon il s'appelle, un vrai merdeux. Gabi répète « Foulon ». 2 fois pour le faire résonner pendant qu'elle tipote à un doigt sur le petit clavier de son téléphone portable. Léopold lui demande Vous commencez à prendre des choses en note? Non. Avec votre permission, je viens de voir l'heure. Et j'envoie un message à ma moitié. Elle va monter sur scène et je lui envoie un petit encouragement avant qu'elle quitte la loge. Elle est musicienne? Ou quelque chose comme ça? Quelque chose comme ça, oui. Voilà. Je suis à nouveau à vous. Déjà. Ah oui, vous n'êtes pas expansive, vous. Prenez le temps qu'il vous faut, s'il vous en faut plus. Du tout, je lui ai juste envoyé merde. Mais parlez-moi de ce Foulon et des potagers des gratte-ciel. Foulon. Je n'ai pas grand-chose à en dire. C'est le genre de petit seigneur télégénique qui pisse sur tout ce qu'il ne peut ni manger ni baiser. Dernier arrivé dans le quartier, il s'est comporté comme si tout le quartier n'avait attendu que lui pour fonctionner de manière optimum. Il y a des gens comme ça, et vous pouvez sortir de 3 ans d'émeutes et d'incendies, de répression. Vous pourriez sortir d'un génocide ou d'une pandémie. Mais une vraie pandémie, il trouverait encore le moyen d'exiger comme à bon droit de la vie et d'autrui. Une manière de génuflexion devant leur superbe ou leur simple exception. Le pire, c'est que ces merdeux trouvent toujours des adeptes. Les adeptes, ce n'est pas ce qui manque. Notre monde implose de ses adeptes. Mais avec Émilienne, le gars Foulon. Ce qu'il a trouvé, c'est un coup de pelle dans sa grosse gueule. Pas au sens propre, hein? Je me doute. Le différend entre elle et lui était de quel ordre? Le merdeux n'était pas content du lopin qu'on lui avait attribué pour lui souhaiter la bienvenue dans le quartier et s'est mis en tête de rationaliser un genre de cadastre, alors que le cadastre, on se l'était jusque-là, plus ou moins bricolé à force d'apéros ou de gifles, mais de bugne à bugne et en bonne intelligence sociale. C'est ça les jardins partagés, c'est de l'intelligence sociale, et c'est précisément de ça qu'on a manqué pendant toutes ces années absurdes, où plus aucun mot ne pouvait être mis sans ambiguïté, en face de la chose qu'il était censé désigner, où il a fallu négocier un peu de bon sens avec des imprécations sans queue ni tête, tombées d'en haut à grand fracas et comme humides d'émotion et d'importance. Ça a failli tourner à la bagarre, et j'ai vu le moment où mon Émilienne allait en venir aux mains. Et qu'est-ce qui l'en a empêché? Ça s'est empêché tout seul. Le Foulon, c'est un couard, un authentique poltron d'élevage. Dès qu'il a compris qu'il était mis en demeure d'actualiser en acte son bluff autoritaire, peuf, il n'y a plus eu personne.
Mais à vrai dire, je suis à deux doigts de le comprendre. Quiconque ne s'est pas retrouvé en face d'Émilienne Boissin, arquée dans ses bottes de pluie, le front bas et la tête dans les épaules, n'a pas éprouvé la réalité de son courage. Oh oh, à ce point? Elle me plaît bien, votre Émilienne. Dites Léo, savez-vous quand et où je peux croiser ce monsieur Foulon? En ce moment, il est pas mal présent au jardin. Tu parles, le chat n'est pas là. Les 2 premières semaines, il s'est méfié, mais là, ne voyant pas Émilienne revenir, il commence à se voir beau. Mais il n'a pas de métier, ce monsieur? Non, il est trop bon, pour quelque métier que ce soit. Il a opté, là aussi à bon droit, pour le revenu universel. Ça lui laisse tout loisir de donner à chacun la marche à suivre pour un monde meilleur et de laisser infuser ses tisanes au cannabis. Il y est de plus tôt le matin, mais il faut dire que l'après-midi, il médite chez lui, autant dire qu'il dort. Mais il faut le comprendre. Vivre fatigue. Bon, je tâcherai de le prendre entre 4 yeux demain matin à jeun. Vous pensez qu'il a pu? Et vous? Vous m'avez bien décrit un nuisible, et les nuisibles sont comme les fainéants, de l'espèce des inventifs. Je veux juste voir sa tête. Il faut que vous sachiez que je n'ai jamais rien qui ressemble à une piste. Je renifle un peu tout, je m'imprègne. Ça peut paraître nuageux comme méthode, mais la vérité toute nue est bien pire. C'est que ce n'est même pas une méthode. Je vous fais confiance, et pas seulement parce que vous m'êtes recommandé. Au contraire, vu la personne qui a fait votre publicité, j'aurais plutôt tendance à vous méjuger d'avance. Gabriel sourit. C'est vrai qu'il faut une forme inédite de désespoir pour s'en remettre à une suggestion de ce vieux con de sale Castaner. Surtout quand celui-ci prodigue ses bons tuyaux passé minuit où sa caboche est rechangée à l'état de citrouille bouillie à la terrasse de chez Suzanne en suçant les glaçons de sa Suze. Gaby ouvre en grand la porte d'entrée sur le palier et écoute attentivement l'immeuble et plus loin le quartier. C'est calme. Quelqu'un s'est approché à pas de loup derrière la porte voisine et doit être en train de la dévisager autant que possible par le Judas. Le quelqu'un en question a dû détecter leur présence et s'en enquérir. Rien que de très normal si Émilienne Boissin n'a effectivement pas donné signe de vie depuis des lustres. Discrètement du coin de l'œil, elle relève les 2 noms sur la porte. Vazel et Chouillard, sérieusement? Chouillard? Ce n'est pas de chance quand même. Elle enregistre et empoigne la rampe de l'escalier en bois qui grimpe au grenier. Ça craque sous ses pieds, l'escalier est comme neuf, et visiblement bien entretenu puisque des traces de pas y sont dessinées nettement. En haut, un petit palier sous un puits de lumière Velux et 2 portes. Celle d'en face donne sur des combles. Dans le noir, on devine un bel espace, un beau gâchis d'espace même. Quand elle s'approche de la porte de gauche qui est pile au-dessus de l'appartement Boissin, le vieux Léopold la rejoint et comme il la voit tester la poignée de porte, « Vous n'allez pas l'ouvrir d'un coup d'épaule ?» Non, ne vous inquiétez pas, ça ne m'avancerait à rien. Je reviendrai demain quand il fera jour, avec un pass si votre Émilienne n'a pas regagné ses pénates d'ici là. Vous y croyez? Moi j'ai eu l'impression de paniquer au début, mais en vrai ce n'est rien par rapport à ce que je ressens à l'instant. J'ai peur de n'être qu'au début de me tourmenter. Je comprends, mais essayez, au lieu de vous malaxer l'âme sans fin, de noter tout ce qui vous vient. De noter? C'est-à-dire? C'est-à-dire put your thinking into inking, ou pour le dire en français, moi quand ça tourne de trop, je vais acheter un cahier de brouillon et je brouillonne. J'appelle ça des cahiers de panique, et ça me délivre une bonne fois de tout ce qu'il ne me sert à rien de trimballer avec mes neurones. Et dedans, parfois bien caché, comme une issue dissimulée dans une maison, il y a la solution ou la pilule à mes tourments. Et vous paniquez souvent? Jamais. C'est bien la preuve que ça marche. Bon, j'en ai assez vu pour aujourd'hui. Je vais juste redescendre pour regarder si une gaine électrique part du compteur d'Émilienne et s'en vient alimenter l'espace protégé par cette porte. Elle ne vous en a jamais parlé à vous. Non. Je découvre aujourd'hui. Je me rends compte que j'ai eu trop d'appétit pour avoir ce qu'il faut de curiosité. Parce que je l'ai bien vu le rafistolage au plafond dans la salle de bain, et ce n'est pas que je n'ai pas osé poser quelques questions. C'est que je ne m'en suis pas posé non plus. Léopold a une moue dépitée, surajoutée à une grimace d'angoisse assez tendue. Gaby mime le geste d'écrire dans sa paume ouverte et pose sa main sur son bras. L'escalier est raide à descendre et c'est prudemment que la détective et le vieillard attelé atteignent le palier du 3e. Chez Vazel et Chouillard, quelqu'un est à son poste d'observation et mériterait qu'on se fende d'un bout soudain. Léo reste dehors et met déjà la clé dans la serrure, le temps que Gaby repère dans le labo photo la goulotte qui emmène le jus et la civilisation à l'étage du dessus. C'est tout bon, demain il fera jour. Le retour au rez-de-chaussée se fait sans un mot, et dans un lent sifflement de gorge. Sitôt sur le trottoir, Léopold sort de sa poche une petite boîte rouge et un briquet Zippo. Ces cigarillos ont un joli nom, Nignas, mais une odeur épouvantable.
Il en propose un pour rire à Gaby, qui grimace sans façon. La nuit tarde à tomber tout à fait et on s'en retourne à petits pas vers le point de rendez-vous. Gaby regarde son portable. 21h37. Elle a un petit cœur dans ses SMS. Annabelle est sur scène. Annabelle et Mathilde Serpenoise. Arrivé au croisement de la rue Paul Verlaine, Léopold rallume son cigarillo dans des bruits de succion assez dégueulasses et contient un glavio qui lui remonte à la gorge dans une toux. Je crois avoir compris que vous preniez mon affaire. Oui, je la prends et je commence dès demain matin et jusqu'à demain soir. On en reparle selon ce que j'ai en fin de journée, si ça vous va. Ça me va, oui. Allez-vous avoir besoin de moi? Non, mais de votre clé de l'appartement là-haut, oui. Je propose que vous passiez demain matin à mon agence pour signer le contrat et régler un acompte. Vous me les déposerez à ce moment-là. Vous voyez où on est situé? Oui, je vois bien pile en face de l'ancien hôpital des Charmettes. Je suis un enfant du quartier. Je vous vois demain matin, alors. Peut-être pas, non, je risque d'être déjà en train d'acculer dans un coin votre paltoquet foulon aux jardins ouvriers. Mais j'ai quelqu'un qui me fait un peu de secrétariat, qui finalisera tout ça avec vous. Et puis demain soir, si vous voulez, on se revoit pour décider s'il y a lieu qu'on rempile sur une journée ou plus, auquel cas on fera un contrat à la fin de la mission. Ce qui compte, c'est que j'ai une lettre d'engagement de votre part, pour justifier que je rôde dans les secteurs où j'aurai à rôder. Sal Castaner vous a averti de ce à quoi vous en tenir quant à mon agence? Oui, il m'a dit quelque chose. Mais je ne parle pas anglais au-delà de chewing gum, starting block et waterproof. Vous voyez? Alors vous pourrez rajouter open space à votre vocabulaire. Ça veut dire que je partage mon local d'activité avec d'autres gens qui ont d'autres activités. Comme quoi? Comme par exemple une graphiste qui a son bureau à côté du mien, un prof de yoga dans la grande pièce, et tout au fond, Sal Castaner qui a son espace pour on ne sait pas au juste. On sait seulement que ça peut faire du bruit et de la sueur des fois, mais on n'a pas de conviction arrêtée sur la question. D'accord, je rajoute dans mon cahier de panique. Comment vous dites? Open space. Voilà, open space, ça ne veut rien dire. Je note ça, c'est bien la peine. Voilà, et moi je vous appelle si j'ai des questions. On se sépare là avec une poignée de main de bonhomme, les yeux dans les yeux, et on aurait pu cracher dans sa main avant, ça aurait été dans le ton. Le feu piéton est au rouge pour Gaby et elle a le temps de voir Léopold Picon, accablé, se diriger vers un deux roues bâché et enchaîné à un réverbère. La bâche est enlevée dans un geste ample de torero et découvre un engin motorisé comme il n'en existe presque plus. Une antique mobilette avec un guidon étrange qui doit obliger à conduire les coudes serrés et un porte-bagages sur lequel est arrimé à l'aide de tendeurs élastiques une cagette à fruits contenant un casque-bol orange. Quand Léopold le pose sur sa tête et l'attache à son menton, il se rend compte que Gaby le regarde et qu'elle en a oublié de traverser. Alors il jette son mâchon de cigarillo, crache quasiment un jus de chic et démarre en pédalant pour venir jusqu'à sa hauteur. Je vous dépose. Non merci, je ne suis pas loin. Et puis il n'y a pas la place, sauf à imaginer que je vais poser mon séant dans votre cagette. Vous ne savez pas ce que vous perdez. Je chante quand je conduis, des chansons du temps d'avant. Alors il faudra prévoir un rendez-vous tout exprès. Et un coussin. Et le voilà parti avec sa pétrolette et son œuf orange sur la tête. Et il a vraiment belle allure. Gaby se demande de quel temps d'avant cet homme vénérable peut parler. Dans le plus lointain dont elle se souvient, quant à elle, il n'y avait déjà presque plus d'hommes comme lui. Et déjà pas de mobilette. On n'avait pas de coupons d'essence et de citoyenneté à point, mais ce n'était guère mieux, moins ouvertement déconnant. Aujourd'hui, on ne peut plus qu'assumer l'état du monde et on n'est même pas obligé de feindre de s'en désespérer. Il y a un temps pas si lointain où des gens en bonne santé ont accepté de s'auto-signer des attestations ni plus ni moins que dérogatoires pour avoir le droit de sortir à moins d'1 kilomètre de chez eux. Là, on sort d'une période où on s'est pas mal entretué, on a des dingos qui parasitent encore le pays au prétexte de le diriger, mais on a retrouvé quelque chose de radical. Il n'y a rien de vraiment torve qui peut prétendre durer sans serrer les fesses. Arrivée au gratte-ciel, elle passe devant son allée et file du côté des bars. Elle a le temps avant le retour de scène d'Annabelle, et il fait assez bon pour se donner le temps d'une tisane glacée à la terrasse de chez Suzanne. Elle l'atteint au moment pile où ce vieux cinglé de Sal Castaner s'installe, se vautre plutôt sur la banquette arrière d'un balador de location. Les deux jeunes gars installés aux pédales devant lui, Gaby les connaît de vue. Ce sont deux garçons bouchés, bien bourrachots, dans leur genre, et qui semblent lancés pour une nuit désespérante, avec Sal pour incarner si besoin la quintessence de leur désespoir. Frida est là aussi, au spectacle sur son tabouret haut, tenu dignement à sa coupette. Elle envoie un clin d'œil et un signe de tête avant de héler Bécassine à son comptoir. Bec, voilà Gaby, tu lui sers une eau jaune s'il te plaît?
Bécassine a certainement un vrai prénom et sans doute un nom, mais personne qu'on connaît ne les connaît. De toute façon, elle a vraiment la tête à s'appeler Bécassine. C'est la patronne de chez Suzanne depuis que Suzanne est morte et c'est la meilleure bistrotière qu'on ait jamais vue sur Terre depuis bien avant le Paléolithique. Gabi n'a pas atteint la table haute de Frida qu'elle est déjà servie et bisée comme par une tatie à moustache. Burke, le vieux chien tricot allongé sous la table, n'a pas détecté sa présence. Il dort. Et c'est tant mieux. Il sent déjà bien assez la pisse comme ça. Gabi heurte la coupette de Frida avec son gros verre à sirop. Demain, tu vas avoir un monsieur Picon qui va te poser des clés. Et il faudra lui faire signer un contrat jour. C'est bien que l'argent rentre un peu. D'ailleurs, la dame qui veut flaguer son mari a rappelé, et j'ai dû lui redire que c'était non, et que ce serait toujours non. Oui, oui, oui. Ce sera toujours non. Trinquons dignement à notre dignité et à Émilienne. À qui? À Émilienne, une amie.